Randonnez un jour ou partez pour toujours avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner le podcast Les Baladeurs. Les Baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, lesothers.com, pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Aux confins de l'Asie, les 14 plus hautes montagnes du monde dominent les chaînes de l'Himalaya et du Karakoram. 14 sommets qui percent le ciel à plus de 8000 mètres, véritable défi pour les alpinistes du monde entier. Mais celles et ceux qui se risquent là-haut le savent, grimper à ces altitudes est une entreprise périlleuse. Les températures glaciales, les vents féroces et les avalanches gigantesques rendent la progression impossible, alors que les chutes et les œdèmes causent la perte de nombreuses vies qui jalonnent encore les pentes enneigées. Pour atteindre leur but, les expéditions commerciales s'organisent en immenses cordées avec guides et sherpas. Elles assiègent la montagne pendant de longues semaines, installent de larges camps intermédiaires et utilisent de l'oxygène en bouteille pour contrer les effets de l'altitude. Mais certains veulent grimper à leur manière. En 2022, l'alpiniste surdoué Benjamin Védrine s'est envolé en direction du Broad Peak. Son objectif, réaliser l'ascension en one push, d'une traite, du pied de la montagne au sommet. Un style rapide et léger, en solitaire et sans oxygène, réservé aux meilleurs de la planète. Après une première ascension de repérage des plus rudes, il attend son heure au camp de base en compagnie de son ami Nicolas Jean. Quand la météo s'améliorera, il s'élancera pour tenter de battre un record de vitesse. Et si tout se passe bien, il rentrera à la maison. À moins qu'une nouvelle idée germe d'ici là. Si mon intention, c'est de vivre quelque chose de fort, je vais chercher la vie à travers effectivement une prise de risque qui inclut la mort. Voilà. Mais c'est toujours un calcul de bénéfices et de risques. C'est toujours un calcul entre voilà, qu'est-ce que je peux avoir en bénéfice grâce à cette pratique à risque versus le prix qui peut en découler, c'est-à-dire la malheureuse tragédie avec l'intégrité physique, la chute, on va dire, avec la chute, la fatalité. Mais je ne veux pas m'arrêter sous prétexte d'avoir peur de la mort si je ressens le besoin d'être en montagne, de vivre ce que je vis, de vivre ces réalisations. Et donc, je suis prêt à affronter cette fatalité. Je pense que si on commence à avoir peur de la mort, on ne peut plus vivre. Si on est passionné comme moi, c'est pas possible. On est prisonnier en fait. On est prisonnier d'une idée qui n'a absolument aucune issue. Après 10 jours de repos, eh bien, la fenêtre météo s'est améliorée. Les planètes se sont à peu près alignées. Et donc, j'ai commencé à me préparer. Et j'ai décidé effectivement de prendre le départ de cette belle ascension, de ce beau défi qui était de grimper le Broad Peak à la journée sans oxygène. J'ai partagé ce départ avec un ami qui s'appelle François Casanelli, qui est un Valdôtain, et qui voulait également le faire à la journée sans oxygène. Et donc on s'est retrouvés à 23h dans la tente au Broad Peak, à partager un petit déjeuner en commun. Alors c'est assez original, même si en montagne on a l'habitude de se lever tôt. C'est vrai que 23h à 5000 mètres au Pakistan, on était tous les deux dans la tente, et voilà, c'est un petit moment de complicité entre deux alpinistes assez ambitieux. Et puis après, on a pris le départ et donc à minuit, on a actionné nos montres puisque le but du jeu quand même était d'être le plus rapide. Et donc là, on part vraiment à des vitesses différentes. François part légèrement
plus doucement. Moi, je pars devant plus rapidement. J'ai mes repères, mais pendant cette montée-là, ce qui est pas évident du tout, c'était de gérer ce rythme-là. Ce rythme d'ascension où, en fait, tu sais qu'il faut quand même aller vite, appuyer un petit peu sur la machine, et en même temps, il faut te contenir un petit peu, te brider. Il faut que je me bride pour pas avoir trop de symptômes de ce mal aigu des montagnes ou de cette hypoxie sévère que je redoutais à ce moment-là, quoi. Et l'équilibre entre les deux est pas si évident. Et là, on est de nuit. J'avais la frontale qui éclairait le sol. Et puis je suis arrivé à la tente à 6008 que j'avais déposée, où m'attendait heureusement quelqu'un que je connaissais, à qui j'avais prêté la tente et qui m'avait préparé de l'eau. J'ai changé en fait d'habit, je me suis hydraté, je me suis alimenté. Parce qu'à ces altitudes-là, il faut rappeler aussi qu'on a du mal à manger, on a du mal à boire, et en fait notre corps se déshydrate très vite. Et également, vu que c'est un effort qui est continu et qui est quand même dur, eh ben, on a besoin également de lui apporter du carburant. Et pour ça, il faut manger, mais en fait, on s'y oppose. Le corps s'y oppose, l'esprit s'y oppose également. Et c'est un peu en contradiction avec nos besoins. Et après, de 6008, je suis reparti avec un fort enthousiasme parce que je sentais que c'était pas les mêmes sensations que le premier Broad Peak. Je sentais que j'étais un petit peu sur une forme de nuage, que j'avais les jambes légères, qu'au niveau de la tête, j'avais pas du tout d'étau, de sensation de mal de crâne. C'était pas du tout le cas, donc il y avait une sensation d'agréable, d'apaisement presque, ouais. Heureusement, à 7008 à peu près, au moment où il y a un passage un peu technique, eh bien, il n'y avait personne dans le passage. Je me faufile de ressauts verticaux en ressauts verticaux. Et ensuite, je suis arrivé sur l'arête sommitale, là où 10 jours plus tôt, j'avais vraiment subi de lourds dégâts psychologiques à galérer dans cette neige profonde et puis à mettre le front sur la neige parce que j'en pouvais plus, de manière répétée comme ça, à me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Et là, je sentais que j'étais en phase avec les éléments et que je savais pourquoi j'étais là. Et je vivais un truc un peu comme un moment de grâce un peu. Enfin, je sentais que c'était quand même un moment rare. Voilà, c'était un moment rare et que j'étais en train de vivre quelque chose que je vivrais pas demain la veille. Je marchais toujours sur cette crête. On a à gauche du coup la Chine, désertique, qui s'étend sur des kilomètres, des milliers de kilomètres, avec quelques sommets à 7000 mètres, magnifique. Et puis à droite, on a tout le Karakoram qui, pareil, vers l'ouest, où s'enfilent des montagnes à plus de 7000 mètres. On a le Masherbrum qui est magnifique. On voit le Nanga Parbat au loin, très loin, qui est le dernier 8000 le plus à l'ouest de la planète. Et puis, en fait, à la fin, finalement, je me suis retrouvé devant tout le monde. Et c'est ça qui a été paradoxal, c'est que j'étais parti à 23h du pied de la montagne. La plupart des grimpeurs étaient partis à 22h du dernier camp, donc à 7000 mètres, donc 1 heure à peu près avant moi. Et finalement, je me suis retrouvé à tous les avoir doublés, à les avoir évités par la gauche ou par la droite, à les avoir dépassés. Et je me suis retrouvé le premier finalement au sommet. Et à ce moment-là, à 7h28, puisque je suis parti à minuit, donc à 7h28, je suis arrivé au sommet. Et là, j'ai regardé ma montre et en fait, vu que je la regardais un petit peu avant, je savais à peu près quel temps j'avais mis. Mais tout le long, j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop parce que pour moi, c'était impossible de mettre moins de 10 heures. J'avais du mal tout simplement à croire en ce que je venais de faire. En fait, la plupart des gens, effectivement, mettent 3 à 4 jours. Et là, quand je gravis ce Broad Peak en 7h28, ça me donne la sensation d'avoir atteint mon objectif. Ouais. Et ça m'a confirmé que j'étais fait pour ces ascensions un peu solitaires, d'endurance, en haute altitude, avec un air raréfié, que j'aimais ça, quoi.
c'était le début de cette histoire avec ces 8000 où du coup j'ai créé un lien fort avec ces montagnes qui sont hautes, avec ces montagnes qui sont au niveau topographique qui sont fascinantes, je trouve, de par leur forme, de par leur hauteur. C'est des montagnes, tout simplement. C'est des montagnes qui sont jolies, qui sont belles, qui ont une histoire, qui ont un panorama également. Et donc voilà, de me retrouver au sommet de ce Broad Peak, à ce moment-là, moi j'ai ressenti quelque chose de fort. Je sens que j'ai besoin de crier un bon coup et de dire allez, là, ça y est, je l'ai fait, sois fier de toi. T'as fait un long chemin, t'as parcouru un long chemin pour en arriver là. Et du coup, je profite. Ouais, je profite de ce moment-là, quoi. Je profite de ce moment-là. Et c'est en réalisant cette ascension-là, effectivement, que derrière, les gens, du coup, m'ont défini comme étant l'homme le plus rapide sur l'ascension d'un 8000 mètres. Au moment où je suis au sommet, je me rends compte que les conditions aérologiques étaient favorables pour décoller en parapente. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Je me suis dit, là, tu vas cocher les deux rêves de ta vie. Les deux rêves que j'avais, c'était ça. C'était de gravir un sommet comme le Broad Peak à la journée, sans oxygène, et c'était de décoller d'un sommet de plus de 8000 mètres, quoi. Et donc là, j'avais la voile dans le dos. Je suis redescendu 15 mètres en aval. J'ai étalé ma voile et puis j'ai fait juste 2 pas en arrière et puis la voile s'est mise au-dessus de ma tête très rapidement. Et je regarde les sommets alentours, je vois le K2 à droite, je vois les Gasherbrum à gauche. Et puis là, il a suffi juste de 2-3 pas, tac, et là, c'était le plus beau vol de ma vie, quoi. C'est en plus le premier décollage de l'histoire. Alors c'est un concours de circonstances, mais en tout cas, j'avais tout plaisir à réaliser ça parce que finalement, la résultante de ce vol, c'est que 25 minutes plus tard, après avoir parcouru les airs, après être passé juste au-dessus du col, un petit peu côté chinois, mais il ne faut pas trop le dire, j'ai survolé également les amis qui grimpaient encore. Puis crier de joie, et puis eux qui criaient aussi. Et puis 25 minutes plus tard, j'atterris sur le glacier du Baltoro, juste à côté du camp de base, pile à l'heure pour le petit déjeuner, pile à l'heure pour les pancakes. Et en gros, il était 8h20, 8h30. Je suis heureux, je me sens complètement comblé, j'ai coché toutes les cases de ce pourquoi j'étais venu. Et par contre, très vite, je sens que je tourne la page comme je l'ai toujours fait. Et là, je regarde le K2 derrière, je vois la montagne qui était à la base pas prévue dans mon expédition. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand en montagne, je me dis tiens, allez, maintenant que t'es acclimaté, il faut faire cette montagne, le K2, quoi. À ce moment-là, je vois une montagne pyramidale, je vois un petit peu la perfection de ce qu'un imaginaire lambda pourrait avoir quand il pense à une montagne. Voilà. Et le K2, c'est vraiment, je trouve, le symbole d'une montagne parfaite, presque, où on a cette pyramide majestueuse qui s'élève au-dessus des autres. Et on voit bien qu'elle dépasse considérablement ses satellites autour. Et notamment le Broad Peak, on voit bien que c'est le petit frère. Il fait petite mine face à cette haute montagne qu'est le K2. Je sais à ce moment-là aussi que c'est la deuxième plus haute montagne du monde. Je suis pas crédule. C'est impressionnant parce que en sachant ça, moi qui rêve aussi de l'Everest, je sais que c'est un petit peu l'étape suivante. Moi qui ai toujours respecté les étapes, je sais que là je viens de valider le Broad Peak. Si je valide entre guillemets cette altitude de 8600 mètres, peut-être qu'un jour je pourrais prétendre à l'Everest. Et puis on est face à une montagne où il y a beaucoup d'histoires. Les Italiens qui ont quasiment 70 ans auparavant ouvert la première ascension par l'éperon des Abruzzes. Il y a eu aussi la Magic Line qui est une magnifique ligne qui est pile en face justement de l'axe de la vallée dans laquelle je suis à ce moment-là.
Et puis il y a aussi l'arête ouest qui a été gravie par Pierre Bégin et Christophe Profit en style alpin, qui est un des plus beaux accomplissements en style alpin de l'himalayisme français. Donc c'est tout ça, c'est le poids culturel, c'est la topographie des lieux, c'est l'esthétisme de la montagne, et c'est le défi aussi que représente la montagne quand je la regarde. Et quand je la vois, je sens que je me sens prêt en fait. Alors que jusqu'à maintenant, je me sentais écrasé par la montagne. Je me sentais dans l'incompétence, je me sentais vulnérable face à cette montagne. Et tout en me sentant vulnérable, je me sens un peu plus prêt, un peu plus apte à me dire, bon, Binge, t'es peut-être capable de le faire. La folie, elle peut amener autant le bien que le mal, quoi, j'ai envie de dire. C'est parfois l'audace, c'est l'audace de manière générale qui nous amène à faire des choses incroyables, mais c'est parfois aussi l'audace qui nous amène à nous casser les dents sur des projets trop ambitieux, ça c'est évident. Et c'est cet équilibre qui est pas si évident, parce que on ne peut pas faire de grandes choses sans prendre des risques, c'est impossible. Au-delà de 8000 mètres, chaque 100 mètres, et c'est un palier qui est considérable. Et donc ce 8611 mètres que représente le K2, eh bien évidemment que je sais que c'est pas du tout un objectif anodin. Il y a beaucoup plus de risques d'échouer, tout simplement. C'est en même temps en faisant face à ce risque de l'échec que je me construis aussi en tant qu'alpiniste, encore aujourd'hui. S'il y avait une garantie de réussir, ça ne m'intéresserait pas. Et le K2, par exemple, si je le fais en 2-3 jours, je sais que j'ai 85% de chances de réussir à peu près, quoi. Si je le tente à la journée, là, ça se réduit à 20-30%, même peut-être un peu moins. Moi, c'est ce que je recherche à ce moment-là, de faire face à l'inconnu. On ne sait pas vraiment si c'est possible, par exemple, sur le K2, de mettre moins que ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait, c'est 1986, Benoît Chamou, alpiniste français, qui a mis 23 heures entre le camp de base avancé et le sommet. Et on ne sait pas si c'est possible de mettre entre 15 et 20 heures. On est sur un 8006, on est sur un sommet qui est extrêmement haut, avec un dénivelé qui est important, qui fait plus de 3300 mètres. On n'a pas de référence. Et c'est comme ça, finalement, que moi, je m'y retrouve à la fin. C'est en vivant une grande aventure, quoi. Parce que l'aventure, par définition, c'est la multiplication d'inconnus, quoi. Après avoir pris la décision, du coup, de gravir le K2, je me prépare déjà au niveau du matériel. Je me repose un petit peu parce que j'ai stressé beaucoup mon corps à la suite de ce record sur le Broad Peak, à la suite de cette ascension exigeante, même si elle a été relativement facile. Et puis, il m'est imposé dans tous les cas de faire une reconnaissance dans la voie normale du K2 pour aller voir, pour se rendre compte de ce que c'est, avant de tenter la même ascension que sur le Broad Peak, c'est-à-dire à la journée, sans oxygène, en descendant en parapente. Je veux le même cahier des charges, mais juste avec un défi plus important. Voilà, sur une montagne plus haute. J'ai confiance en moi. Et donc, je pars en fait reconnaître la voie et déposer du matériel au camp 3 à 7500 mètres. Donc là, je pars du camp de base du Broad Peak, qui est pas très loin du camp de base du K2. Il y a à peu près 45 minutes entre les deux. Et puis, je me rends compte en fait des plumes que j'ai laissées sur l'ascension du Broad Peak quelques jours auparavant. Je me rends compte que je suis fatigué. Je me rends compte que ma vitesse ascensionnelle est moindre et bien réduite par la fatigue et le stress que j'ai occasionné à mon corps. Et pour autant, j'arrive à atteindre le camp 3 au bout de 8 heures. Et là, j'y dépose du coup du matériel. J'y dépose une bouteille de gaz, j'y dépose de la nourriture, j'y dépose des vêtements, mes guêtres également. Enfin, en gros, tout ce qui constituera mon équipement de survie pour aller plus haut en altitude. Et à chaque fois, pour l'acclimatation, pour les rotations justement de dépose de matériel, je profite de ma voile de parapente que j'ai également acheminée jusqu'au camp 3 pour descendre en parapente. Et je transforme du coup les 8 heures de montée en 20 minutes de vol
contemplatif à ce moment-là, puisque c'est la fin de journée. Et puis, j'atterris pas loin du camp de base du Broad Peak. Et puis là, c'est pas l'heure du petit déjeuner, mais c'est l'heure du repas du soir. Voilà. Donc à chaque fois, c'est pas loin de mettre les pieds sous la table et puis on mange après un joli vol au-dessus du Baltoro. Et à ce moment-là, c'est pas simple parce qu'avec le routeur météo qui me suit, donc c'est Jan Gezendaner, qui est un célèbre routeur météo qui est basé sur Chamonix, il me donne des bulletins météorologiques 2 fois par jour. Et j'observe ces bulletins avec beaucoup d'attention. Et à chaque fois, ça se retarde en fait. C'est-à-dire que un jour, il m'annonce que le 27 juillet, a priori, la météo va faire. Et puis finalement, le lendemain, c'est toujours pas bon. Donc ça se reporte au 28 juillet. Les alpinistes, eux, commencent à partir. Parce que ceux qui mettent plusieurs jours, finalement, il faut qu'ils partent, qu'ils anticipent un petit peu, et il faut qu'ils partent quelques jours avant la fenêtre d'ascension. Donc le camp de base se vide, donc je me retrouve de plus en plus seul. Les alpinistes prennent le chemin vers le sommet. Et pour ma part, à ce moment-là, je suis convaincu que le créneau va avoir lieu. Yann me dit, voilà, le 28, ça a l'air bon. Le 29, potentiellement, c'est meilleur. Et moi, je décide de partir le 28 parce qu'en fait, au bout d'un moment, dans ces expéditions-là, la météo, elle a un degré de fiabilité qui est extrêmement réduit. Et donc, l'indice de confiance n'est pas suffisant pour être sûr que ce qu'ils annoncent sera bel et bien la météo sur le terrain, quoi. Quand on prend la décision de partir, on largue un peu les amarres. Et parfois, je pense un petit peu d'ailleurs aux anciens alpinistes qui, eux, n'avaient pas de prévision météo et qui devaient faire face à cet inconnu beaucoup plus que nous aujourd'hui. Et puis je me dis, allez, maintenant, tente ta chance. Et donc je décide de partir, en fait, le soir à 17h, je pars. Je pars à 17h, à peu près 17h, 18h du camp de base principal, dans le but d'arriver le lendemain matin, au même moment à peu près que mes amis valdôtains, qui eux dorment la veille au camp 3, à 7500 mètres à peu près. Et il y a d'autres alpinistes que je connais qui dorment à 8000 mètres, voilà. Ils dorment au camp 4. Et moi, je pars de tout en bas, du camp de base à 5000 mètres. Là, je marche sur le glacier qui est sur de la glace complètement vive, donc il n'y a plus de neige à cette période-là. On est fin juillet, tout est sec. Je pars dans la pénombre, je dis au revoir à mon ami Zishan, qui est l'officier de liaison qui nous suit sur l'expédition. Je dis au revoir à toute l'équipe, le cuisinier qui est là également. Et puis voilà, je pars seul, avec mon petit sac à dos, avec mon gilet de trail sur lequel j'ai ma balise de secours pour pouvoir converser quand même au cas où. J'ai aussi des flasques d'eau pour pouvoir m'hydrater et puis quelques gels, quelques barres de céréales. Et puis au bout d'1h30, j'atteins le camp de base avancé. Et ce camp de base avancé, en fait, c'est vraiment la référence spatiale qui permet de pouvoir se comparer à ce qu'avait fait Benoît Chamoux en 1986. Et donc cette 1h30 qui me séparait du camp de base au camp de base avancé me permet de m'échauffer d'une certaine manière. C'est un échauffement un petit peu rallongé, on va dire. Et donc le soir, vers 19h, j'actionne ma montre, encore une fois. 10 jours après avoir actionné la montre sur le Broad Peak, je l'actionne sur le K2. Les risques de grimper à ces altitudes-là sans oxygène, ils sont multiples, il y en a plein. Mais avant tout, il faut vraiment préciser que sans oxygène, on a un risque bien plus important de se geler les membres par rapport à celui qui a un apport d'oxygène supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On a beaucoup plus froid, en fait, tout simplement, par rapport à celui qui est avec bouteille. On a également les œdèmes cérébraux. On a les œdèmes pulmonaires aussi qui sont propres à la haute altitude. Et puis après, c'est des risques qui sont liés à l'environnement de la montagne, comme par exemple les avalanches, les chutes de pierres. Les chutes de pierres qui peuvent être aussi occasionnées par d'autres grimpeurs qui sont présents sur la montagne. Ça, c'est pas impossible. Voilà, c'est des risques qui sont assez classiques pour beaucoup et d'autres qui sont liés à ces hautes altitudes.
et qui sont les œdèmes pulmonaires, œdèmes cérébraux, et puis les gelures. Tout de suite, c'est un terrain qui est raide, avec de la glace très rapidement. Toujours est-il que je vois ces nuages qui défilent dans le ciel, l'obscurité qui arrive, et je me décide quand même malgré tout à continuer. Je me dis que dans tous les cas, ça vaut le coup d'aller voir plus haut, par curiosité. Je sais que c'est le dernier moment, pour moi, dans l'expédition, où je vais pouvoir tenter le K2. Il n'y a pas d'autre fenêtre de tir, comme on dit. Donc je continue, le vent se renforce, je m'enfonce un petit peu plus dans la neige, il commence à neiger également. Et en fait, j'arrive au camp 2, et là, je rentre dans une tente pour me mettre à l'abri. Il y a quasiment personne, je vois quelques frontales qui s'agitent ici ou là, mais je suis globalement seul. Et là, j'appelle Zishan, donc mon officier de liaison qui est au camp de base, et je lui demande un peu quoi faire. Sauf que c'est complètement illusoire parce qu'il ne sait pas du tout ce que je suis en train de faire, il pratique pas. C'est un militaire pakistanais, mais qui est passionné par ce qu'on fait, mais par contre, il peut me donner aucun conseil. Donc à ce moment-là, c'est juste une manière pour moi de ne pas me sentir seul et d'avoir une forme d'amis. On échange une conversation qui a finalement presque ni queue ni tête. Donc j'ai très vite repris le libre arbitre, très vite repris possession de mes capacités à réfléchir à ces altitudes-là. Et dans ces moments-là, en fait, c'est des nœuds décisionnels forts. On est habitué en tant que guide de montagne, en tant qu'athlète, à mettre en place un petit peu une gestion du risque, une gestion de ce que l'on observe à travers une grille, notamment le 3x3. Donc c'est une grille en fait où on va observer le terrain, on va observer la météo, on va observer l'humain, et à chaque fois on va traiter ces informations, les croiser en fonction d'un timing précis. On va le faire avant de partir, on va le faire pendant qu'on est en train de gravir la montagne. Et à ce moment-là, moi je suis en plein dedans, je suis pendant que je gravis la montagne. Et je vois bien qu'au niveau de la météo, c'est pas terrible. Au niveau du terrain, il y a de la neige fraîche, c'est pas top non plus. Et au niveau humain, eh ben, je me sens quand même plutôt bien. Je me sens bien, je me sens motivé. Et par contre, je suis rempli de doutes et quand même de peur. Et donc, je sens que je stresse à ce moment-là. Et le stress, en montagne, on sait que c'est sujet à une consommation quand même excessive d'oxygène. Et qui dit consommation excessive d'oxygène dans ces environnements-là, dit que c'est délétère. Dit que c'est délétère et que c'est délétère pour la suite. Mais ça, je m'en rends pas forcément trop compte. Parce que quand on est animé par l'idée d'aller au sommet, que c'est la raison principale de ce pourquoi on fait de l'alpinisme, c'est aller vers le sommet, explorer l'au-delà, tenter de voir l'horizon derrière, qui se cache derrière la cime. Et bien à ce moment-là, on a ce défaut d'être peut-être un peu trop balistique, de vouloir absolument se mettre des œillères et de ne pas prendre suffisamment de hauteur. Et sauf qu'en fait, plus on se rapproche du sommet, plus c'est dur de faire demi-tour. C'est extrêmement difficile, et plus on est loin de chez nous, plus le sommet est éloigné, avec un investissement lourd, avec un investissement financier, avec un investissement matériel, avec un investissement aussi humain et un investissement physiologique aussi, parce que ça demande beaucoup d'acclimatation. Et ben l'enjeu est énorme, et c'est beaucoup plus dur de faire demi-tour que quand je suis à côté de la maison, à la barre des écrins, et que je sais que je vais pouvoir revenir le lendemain, tenter l'ascension. Là, j'ai qu'une chance, c'est maintenant ou jamais. Mais en fait, cette chance, elle représente quoi? Elle représente pas grand-chose par rapport à la vie que je suis en train de vivre, et que finalement, si je fais pas le K2, qu'est-ce qui se passera? C'est pas grave, je vais pas mourir parce que j'ai pas fait le K2. Mais sur le terrain, tous les biais ne sont pas si évidents à faire cohabiter, et puis du coup à prendre les bonnes décisions au bon moment. Je prends la décision d'aller au camp 3. Je sors de la tente du camp 2, et là je continue l'ascension dans la neige. Voilà, je tire toujours sur les cordes, il commence à y avoir encore plus de vent. Je vois juste dans le halo de ma frontale les flocons qui volent,
mes pas qui s'enfoncent dans la neige. Le terrain est toujours raide et j'arrive pas loin du haut de l'éperon des Abruzzes. Et là, en fait, la corde est sous la neige, complètement sous la neige. Il n'y a pas de traces. Et je sens que ça va être long pour aller jusqu'au camp 3. J'ai des toutes petites chaussures qui sont très froides. Heureusement que j'avais mis des chaussettes chauffantes avant de partir. Donc là, je les actionne parce qu'il commence à faire vraiment froid. Et en fait, je sens qu'il faut absolument que j'atteigne rapidement le camp 3 pour me mettre tout simplement en sécurité. Parce que je sais que si je reste, je pense, une vingtaine de minutes là où je suis, je tombe en hypothermie. Je tombe en hypothermie, il n'y a personne autour de moi. Je pense que je meurs assez vite. Et donc là, je sens vraiment cet esprit primitif de devoir rechercher un abri. Et je sais qu'au camp 3 m'attend cette tente que des copains avaient dressée et dans laquelle j'avais mon matériel. Après pas mal d'heures d'efforts, j'arrive à cette tente dite. Et je rentre dedans avec un grand soulagement en me disant genre, ça y est, je suis en sécurité. Et enfin, je vais pouvoir me faire de l'eau. Enfin, je vais pouvoir m'alimenter. Et c'est à ce moment-là que je me dis, là, c'est fini, j'arrête totalement, j'arrête tout. Je vais faire demi-tour, je dors là, le lendemain, je redescends tranquillement. Sauf que c'est sans compter, sans mon esprit un petit peu changeant, un petit peu girouette. Et évidemment qu'après 1 heure de pause à peu près, je regarde à nouveau dehors. Je vois que les nuages, ça me nuise un petit peu. Je vois que quelqu'un monte vers le camp 4, qu'il est en train de faire une trace. Et à ce moment-là, moi, je fais la part des choses. Je calcule les bénéfices et les risques de cette tentative. Je vois que le ciel commence à se dégager. Et je vois que je commence à reprendre un petit peu des forces. J'ai mangé pas mal de bonbons que j'avais déposés. J'ai refait le plein. Je me suis abreuvé d'une bonne quantité d'eau. Et là, je sens que j'ai quand même un petit coup à prendre. Je me dis, allez, comme je l'ai toujours fait du camp 1 jusqu'au camp 2, puis de camp 2 jusqu'au camp 3, je me dis du camp 3, je vais jusqu'au camp 4. On est encore de nuit, c'est la nuit noire, il y a un peu moins de vent. Je commence à être au-dessus des nuages. Donc c'est une forme de mer de nuages en fait qu'il y avait en dessous et qui générait ces chutes de neige excessives. Et là, je parviens à arriver au camp 4 relativement rapidement parce que la trace qu'avait fait la personne devant moi me permet de pouvoir accélérer le pas et d'économiser de l'énergie. Et je sais qu'à partir du camp 4, et c'est le cas, la trace sera bien meilleure. Et elle est bien meilleure parce qu'il y a tous ces alpinistes qui sont effectivement là et qui, eux, ont pris la décision de tenter le sommet véritablement parce qu'ils étaient au-dessus de la mer de nuages en fait dès le début. Et donc eux, ils n'ont pas vu ce mauvais temps en dessous et ils sont partis à la bonne heure. Et donc moi, j'ai un grand soulagement quand je me retrouve sur cette forme d'autoroute avec une trace qui est beaucoup plus agréable, avec une neige qui n'est plus du tout meuble, c'est-à-dire une neige qui ne s'enfonce plus et sur laquelle je peux poser mes pieds l'un après l'autre sans perdre cette énergie folle, quoi. Et puis surtout, je vois au-dessus de ma tête un cheminement que je ne connais pas du tout, puisque je ne me suis jamais aventuré au-dessus du camp 3. Et je vois surtout ce sérac bottleneck immense. C'est une grande barre de glace de plus de 100 mètres à peu près dans ces eaux-là, qui est très très impressionnante, très intimidante. Et en fait, tout le cheminement pour aller jusqu'au K2 se situe en partie sous ce sérac, en aval de ce sérac. Et les risques principaux, enfin les dangers principaux quand on évolue sous cette barre de sérac, c'est qu'il y ait des morceaux de glace qui se détachent, puisque c'est un sérac, c'est lié à la masse glaciaire, donc ça bouge vers l'avant, et par gravité, avec les mouvements glaciaires, ça peut parfois se fissurer, et du coup, il y a forcément, à un moment ou à un autre, des morceaux de glace qui tombent. Et donc moi, je vois ce sérac, et puis dessous, à gauche également, je vois des frontales. Je vois tous ces alpinistes, sûrement des gens que je connais, qui sont en train de s'élever vers le K2. Et donc là, en fait, je retrouve une forme d'énergie, d'engouement, de me dire, là, je suis plus tout seul, ça y est,
je vois enfin le bout du tunnel d'une certaine manière. Et donc je suis pris d'une excitation folle et je me dis, ça va le faire. La zone de la mort dont on parle souvent, c'est vrai qu'on la ressent, je dirais, à partir de 7500 mètres parce que on voit que les gens qui sont autour de nous ne peuvent absolument pas nous aider. Donc déjà, c'est une zone à partir de laquelle on sent que les secours sont beaucoup moins possibles parce que les hélicoptères ne peuvent pas voler à ces altitudes-là, parce que les gens ne peuvent pas porter assistance et parce que c'est effectivement une zone, bon alors à 50 mètres près, c'est dur de la délimiter, mais c'est une zone à partir de laquelle effectivement le manque d'oxygène est tel que chaque effort, que ce soit pour grimper, mais même pour sortir sa voile de parapente, pour monter sa tente, pour boire, pour manger, pour s'alimenter, on sent que c'est à partir de là que physiologiquement il se passe quelque chose. Je continue du coup mon ascension. Et puis là, en fait, chaque 100 mètres, c'est même pas chaque 100 mètres, c'est chaque 10 mètres, on va dire, c'est une corvée. Donc c'est un mélange de grand positivisme et en même temps de dureté absolue face à l'hypoxie qui m'atteint à ce moment-là. Parce que je suis dans un monde finalement que j'ai jamais atteint. J'ai été à 8046 mètres quelques jours auparavant. Et là, je suis en train de dépasser cette altitude-là. Mais je la dépasse avec un corps qui est fatigué. Avec un corps qui est fatigué de l'ascension du Broad Peak, avec un corps qui est fatigué de tout ce voyage qui commence à s'accumuler. Et aussi, je suis fatigué de toute cette ascension stressante, de toute cette ascension qui s'est faite dans des conditions pas du tout optimales, avec cette neige fraîche, avec ce vent. La manière de respirer à plus de 8000, elle est... En fait, c'est vraiment comme si on était bridé, respirer à 8000. C'est vraiment une sensation de bridage. C'est comme si vous mettiez un tapis roulant dans un congélateur et puis qu'on commençait à courir sur ce tapis roulant. On s'essouffle, et là, hop, on vous met une paille dans la bouche. Et là, du coup, vous avez un débit d'oxygène drastiquement réduit. Et ben, c'est un peu la même sensation qu'on a. C'est-à-dire qu'on monte... Et on a l'impression que le robinet est complètement fermé, quoi. Fermé. Et on a envie de l'ouvrir davantage, mais on peut pas. En gros, c'est des bâtons dans les roues. C'est des bâtons dans les roues. Et donc, mon corps le ressent, mon système immunitaire s'affaiblit. Et je continue à monter, mais je ressens des petits symptômes qui sont liés à des déséquilibres, un petit peu, à de la fatigue, qui commence à se manifester de manière un peu plus prononcée que jusqu'auparavant. Je commence à rencontrer des personnes, des grimpeurs, notamment un ami, Serge Hardy, qui grimpait le K2 à ce moment-là, sans oxygène également, mais en plusieurs jours. Et puis voilà, je prends de ses nouvelles, il prend des nouvelles de moi, et puis en fait, on sent qu'on est tous les deux très affaiblis, donc on parle très peu à ce moment-là. On a une économie de mots et on ne peut pas converser longuement, quoi. Donc je continue mon ascension et je me retrouve sous cette barre de glace immense qu'est le sérac du Bottleneck. Et c'est à ce moment-là que commencent, je pense, les graves problèmes. C'est à ce moment-là que les choses commencent à se compliquer dans ma mémoire. Je ne me souviens absolument pas de ce qui s'est passé au-delà de 8300 mètres. Voilà. J'ai une amnésie totale entre 8300 mètres et tout le cheminement que j'ai continué à faire de manière un peu robotique au-delà de 8300 mètres, et ce, a priori, jusque 8400 mètres. En fait, avec du recul, je sais que à ce moment-là, je suis en train de faire une hypoxie sévère. Mon cerveau est plus du tout suffisamment irrigué. Donc mon cerveau fait des priorités. Il se dit, bon voilà, il faut irriguer avant tout le cœur, les muscles. Et du coup, j'ai une perte, une altération du moins de la conscience. J'ai une altération de l'équilibre également. Mais j'ai aussi du coup un enregistrement de ce que je suis en train de faire qui est quasiment poussé à néant, quoi. Enfin, j'ai ma boîte de souvenirs qui n'est plus remplie du tout, quoi, à ce moment-là.
Je continue à gravir le K2, mais dans un autre mode, quoi. Je suis ailleurs, je suis un peu dans un blackout. Et je sais que les gens que j'avais doublés auparavant, à l'inverse, me doublent. Je me souviens à ce moment-là aussi qu'une section dans laquelle la glace est un peu plus dure, avec mes crampons en aluminium que j'avais choisis pour être plus léger, j'ai du mal à les ancrer. Donc je patine un petit peu. Et ça, c'est dû à l'altération de ma conscience. J'ai pas tous les moyens moteurs pour pouvoir faire face à cette section qui est un peu plus verticale. Et puis, j'ai des bribes de souvenirs divers et variés, de sensations, mais très peu, très peu. Et ce qui est sûr, c'est que je me laisse aller très souvent. Je me mets en position fétale et puis j'attends. J'attends peut-être que, je sais pas, la mort me cueille ou qu'il se passe quelque chose, mais c'est agréable au fond. C'est-à-dire que je suis capable de m'endormir, de m'endormir là, sur le K2, et puis de me laisser aller. Et il y a quelque chose de doux. Il y a quelque chose de doux. Je me souviens de sensations plutôt douces à ce moment-là. Il y a des personnes qui m'ont vu, notamment un secouriste polonais qui grimpait et qui, lui, a prévenu d'autres grimpeurs qui, eux, descendaient, qui étaient dans le sens de la descente, qui étaient plus, du coup, à même de pouvoir m'aider, puisque ce Polonais était, d'une part, déjà seul, et en plus, il était dans le sens de vouloir aller vers le sommet, donc on ne pouvait pas lui en vouloir de ne pas m'aider à ce moment-là. Et donc, ces deux personnes qui descendent, donc il y a un Mexicain avec son guide népalais, il décide de me prêter assistance à ce moment-là. Il me voit dans un état de détresse absolue. Et là, du coup, ils essayent de me faire rendre compte de la situation dans laquelle je suis, qui est critique, parce que je suis très vulnérable, je suis sujet à faire un œdème cérébral. Et donc, ils m'invitent à redescendre. Et ils m'invitent surtout à prendre un médicament, à faire une injection d'hexaméthasone, et puis aussi à me mettre sous oxygène. Alors moi, à ce moment-là, je refuse la piqûre. Et par contre, j'accepte l'oxygène. À ce moment-là, du coup, c'est ce Mexicain et son guide népalais qui me donnent une bouteille d'oxygène qui était leur bouteille d'oxygène de secours. Et comme d'habitude, on le dit, à 8000, il n'y a pas de secours, et c'est souvent la réalité des choses. Là, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a eu une solidarité qui s'est manifestée à travers ce don, qui était quand même une forme de sacrifice pour eux. Ils auraient pu très bien en avoir besoin quelques mètres plus bas. J'accepte l'oxygène, et à ce moment-là, je retrouve un tout petit peu mes esprits, et puis je commence à descendre par moi-même, par mes propres moyens. Il faut dire que du coup, pour redescendre d'une voie normale comme celle du K2, on est toujours sur cette grande ligne de vie que sont les cordes fixes. Et donc j'utilise les cordes fixes pour redescendre, mais par contre, j'ai pas ce qu'on appelle un descendeur. J'avais fait complètement abstraction de ce descendeur. J'avais volontairement décidé de ne pas le prendre. C'est des ascensions où on est au gramme près, où on calcule tout pour être le plus rapide possible, pour faire le temps le plus réduit, mais également pour sa propre sécurité. Et donc, pour redescendre de ce K2, finalement, je dois faire un demi-cabestan sur un mousqueton simple. Et là, je descends doucement. Et ce dont je me rappelle à ce moment-là, c'est de ce corps, de ce cadavre que je vois sur le côté de l'itinéraire, à seulement 1,50 m à peu près, qui est toujours là, figé, bloqué dans la glace, mais qui est apparent. Et je me souviens de ce repère spatial, pour moi, qui est assez marquant. Et à ce moment-là, c'est assez dur, mais je décide de regarder ce cadavre, de faire le tour de ce corps pour essayer de trouver ce que j'ai pas, c'est-à-dire un descendeur. Parce que la descente en demi-cabestan sur ces grosses cordes avec un diamètre important, elle est vraiment pas du tout confortable, elle n'est pas adaptée, en fait. Donc je décide de me dire, cette personne, elle est décédée, elle est juste là, elle a une histoire, effectivement, mais peut-être que finalement, si
la personne est équipée d'un descendeur, ça me permettra à moi de descendre avec une plus grande sécurité. Et je ne pense pas que son âme m'en voudra d'une certaine manière. Donc je me permets de le faire. Et malheureusement, en fait, il avait sûrement été dépouillé par d'autres alpinistes qui étaient passés. Donc je n'ai pas pu profiter de son matériel, malheureusement. Mais en tout cas, c'est un repère qui me permet de dire que je suis monté à peu près à 8400 mètres à ce moment-là. Le premier vrai souvenir que je retrouve, c'est à la même hauteur que le début de mes problèmes. Donc en gros, c'est sous 8300 mètres que réellement le problème se résorbe, l'hypoxie sévère se réduit complètement. L'oxygène qui m'a été apporté, je pense, m'aide aussi à retrouver la lucidité et la conscience. Et donc je retrouve un petit peu possession de mes moyens, quoi. Et là, ça fait du bien parce que je peux enfin me rendre compte de la situation, reprendre mes esprits. Et par contre, je sens, même si je redescends, je continue du coup d'aller vers le bas, que j'ai une fatigue d'un coup, comme si ça avait été un coup de massue, en fait. À ce moment-là, François Casanelli, les Italiens, me rejoignent. Et donc là, c'est François qui est secouriste en montagne dans le Val d'Aoste et qui est également guide haute montagne, qui me prend un petit peu sous son aile et qui décide d'assurer la descente avec un ami à lui qui est devant, qui est un ami valdotin, qui lui a perdu la capacité à voir totalement. Donc il a des troubles de la vision dus à l'altitude également. Et donc, il est obligé de faire appel à d'autres sens, si j'ai envie de dire, et à la voix, et aux repères aussi des grimpeurs qui sont devant lui pour pouvoir se diriger. À ce moment-là, je prends en pleine face, si j'ai envie de dire, la réalité de ce que c'est que gravir un 8000 sans oxygène. Le fait d'avoir une altération de la vision, comme a pu l'avoir ce collègue valdotin, si je suis seul en montagne sur un 8000 sans corde fixe, sans copains autour, je suis mort, quoi, complètement mort. Et c'est ce rapport, je pense, à la mort sur ces 8000, au risque du moins, qui nous fascine aussi d'une certaine manière. C'est l'idée de devoir s'en sortir dans un environnement qui est extrême et faire appel à ses propres capacités. Et sur ce coup-là, moi, sur le K2, je pense qu'effectivement, j'avais les yeux plus gros que le ventre à ce moment-là. J'ai fait appel à une intuition, à une passion pour ce sommet-là, et ça m'a absorbé complètement. Sous 8003, je commence à redescendre avec mes amis italiens. Et puis, chaque pas est une épreuve parce que je suis fatigué. Mais pour autant, je me sens vraiment chanceux de redescendre, au fond. Je sens que je ne suis pas du tout dans la frustration de redescendre, parce que mon objectif, c'est avant tout maintenant d'être en vie, d'accepter cette chance qui m'a été donnée de redescendre et d'accepter cette perche qui m'a été tendue, de pouvoir profiter de la solidarité en haute montagne. Et enfin, on arrive au camp 3 avec François. Et au camp 3, je me sens pas du tout apte à redescendre tous les ponts des Abruzzes, qui est une horreur, en tout cas qui est une labeur. C'est des ponts des Abruzzes qui représentent des passages techniques, verticaux. Alors même s'il y a des cordes, il faut quand même ne pas faire n'importe quoi avec la gestuelle. Il faut assurer ses pas, c'est de la minutie qu'il faut mettre en place. Et à ce moment-là, je ne me sens pas capable. Alors, soit je décide de rester au camp 3 dormir, mais je prends le risque de me fatiguer davantage et je prends le risque du coup d'augmenter les risques d'œdème cérébral ou d'œdème pulmonaire. Mais en même temps, j'ai absolument pas envie de continuer vers le bas. Et donc, j'ai la voile dans le dos, et à ce moment-là, le vent n'est pas présent, il est quasiment nul. Et je me dis, c'est ma roue de secours à moi, quoi. Je vais essayer de décoller de ce camp 3 et d'atterrir au camp de base pour me reposer le plus vite possible. Et donc, François, à ce moment-là, il me fait part un petit peu de ses inquiétudes. Il me dit, mais tu es sûr? Parce qu'il voit bien que il pense du moins que j'ai pas retrouvé l'intégralité de ma conscience, de ma lucidité, donc ça le fait un peu peur.
Et finalement, je réussis à décoller. Quand je me retrouve dans les airs, c'est vraiment un moment de grand soulagement où c'est le parapente comme secours à ce moment-là, quoi. Donc je me sens porté comme un secours et comme comme un brancard, quoi, un petit peu. Le parapente devient mon brancard, voilà. 20 minutes plus tard, je me retrouve au camp de base et je me sens un peu sauvé. Il faut dire que j'ai commencé mon hypoxie sévère vers 8h30, 9h du matin. Et donc là, on est à peu près dans le début d'après-midi, quelque chose comme ça. Et je me retrouve assez vite seul avec Zishan, que je retrouve du coup, après l'avoir quitté quelques heures plus tôt. et je me retrouve face à la réalité, c'est-à-dire ce que je venais de vivre. Et le contraste est fort. Le contraste est saisissant entre ce que je viens de vivre là-haut, qui a failli tourner à la tragédie, au dramatique. Et puis ce confort du camp de base, ce confort de la tente que je retrouve, cette chaleur humaine que je retrouve également. Et très vite, je me mets dans une situation en fait non pas de regret, mais de frustration pour le coup. C'est-à-dire que je ne pense de nouveau qu'au sommet. Et je me dis, je vais me reposer, puis je vais retourner demain, après-demain, je vais retenter parce qu'il y a le créneau météo qui va le permettre. Et pour autant, au bout de quelques jours quand même, grâce aux échanges aussi avec les membres de ma famille qui m'ont fait prendre un petit peu de la hauteur, j'ai pris conscience de ce que je venais de vivre et j'ai pris conscience de mon état de santé qui était quand même réduit à quelque chose de... Bon, en gros, j'étais fatigué, clairement, j'étais sur une autre planète à ce moment-là. Enfin, mon corps avait subi un tel shoot de douleur, un tel shoot de stress. Et heureusement, j'ai eu un raisonnement suffisamment mature pour dire, allez, maintenant, ça suffit, plions le camp de base et retournons à Serre-Chevalier, à la maison, tranquille. Reprenons un petit peu le goût des choses simples. J'ai tout de suite pensé à revenir, moi c'est évident. Quelque chose qui n'est pas fini, j'ai envie de le terminer. Même si c'est un sommet sur lequel je me suis arrêté à 150 mètres, ce qui m'importe, c'est le chemin pour y parvenir parvenir à bout de ce défi. Donc tout de suite, très rapidement, j'ai voulu me dire, je reviendrai un jour. Quelques jours après l'enregistrement de cet épisode, Benjamin Védrine est reparti pour tenter de gravir le K2 d'une traite et sans oxygène. Il est actuellement au camp de base en train de préparer son ascension pour écrire la suite de cette histoire que l'on espère heureuse. Merci à lui de nous avoir raconté son histoire et merci à vous de l'avoir écouté. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Le récit a été présenté par Clément Saccard, la musique est composée par Nicolas Deferrand, avec une musique additionnelle de Michael Boga. Chloé Wibo s'est assurée du montage et Antoine Martin, du studio Crispy Records, du mixage. À bientôt!